propose de continuer la journée avec justement des témoignages inspirants. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Iliane. Alors, Iliane Moundib, alors certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu dans des événements CEC. Iliane, tu es ingénieure justement spécialisée sur ces enjeux d'adaptation. Tu travailles auprès des organisations publiques, mais aussi des organisations privées pour leur expliquer ces enjeux et aussi les accompagner pour qu'elles puissent y faire face. Et tu es aussi membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau qui produit des notes auprès des pouvoirs publics pour préparer la France face à ces enjeux d'adaptation. Et à tes côtés, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois la CEC, alors Serge Jacquat. Pour ceux qui ne le connaissent pas, tu es ingénieur agronome, docteur en agroclimatologie à l'initiative de AgroClimat 2050. Et tu vas nous parler d'agroclimatologie, d'agrométéorologie. Et tu accompagnes aujourd'hui des acteurs principalement du monde agricole pour expliquer comment ces enjeux peuvent impacter le secteur et aussi comment agir dès aujourd'hui pour anticiper le climat et justement les enjeux agricoles d'ici 2050. On a souhaité aujourd'hui vous faire intervenir d'une manière qui est originale pour nous à deux voix sur les conférences. Donc vous allez intervenir à deux ce matin, mais aussi cet après-midi, pour avoir un regard et une expertise complémentaire, une illustration complémentaire sur ces enjeux. Messieurs, je vous laisse la place. Commencer avec un, je vous en amène un. Est-ce que ça marche ça? Ok. Touc. C'est bon. Ok. Merci Landry pour l'introduction, merci à toutes les équipes de la CEC pour cette organisation dans ce lieu qui est magnifique, qui me parle énormément du fait d'un certain nombre de passions que j'ai. Et moi, je suis très heureux de partager la scène avec toi, Serge. On a une petite dichotomie, il y a un cow-boy et un mec en costard. On va essayer de faire un discours qui va percuter un petit peu et qui va croiser nos expertises respectives. Pour enchaîner sur cette première discussion, je vais mettre le chronomètre parce que j'ai une pression absolument démentielle des organisateurs et des organisatrices pour tenir le timing. Donc, alors, la première chose que je voulais vous dire sur cette introduction, c'est est-ce que vous connaissez ce petit graphique-là? C'est-à-dire avec les aveugles en Inde qui vont rencontrer un éléphant. Donc, il y a tout un village d'aveugles que vous avez en Inde et ils ont tous l'idée du concept d'éléphant, ok? Mais ils ne l'ont jamais vu, évidemment. Et à un moment, cet éléphant, il va arriver au village. Et donc, là, c'est plutôt des scientifiques que j'ai mis. Ils vont arriver devant leur éléphant. Et donc, il y a un scientifique qui va toucher les lances de l'éléphant. Il va dire, ah, c'est une lance, voilà, ça pique. L'autre, il va toucher la trompe. Il va dire, bah, c'est un serpent. Okay, il y en a un autre qui va toucher sa patte. Ça va être l'arbre, en gros. L'autre, le mur sur les fesses de l'éléphant. La corde pour la queue et les éventails pour les oreilles. Est-ce que un de ces personnages a tort? Non. Sauf que ce personnage-là, en fait, ils ont tous une réalité partielle. Or, lors de ce qu'on appelle une dérive irréversible, le dépassement des frontières planétaires, on est un peu tous comme ça, en particulier quand on est dans des entreprises. On va en fait regarder un aspect, un dimensionnement du problème. Et vu que dans la mentalité française, très ingénieur, j'en fais partie, on adore avoir un problème complexe, le décomposer en plein de petits sous-problèmes. Et ces petits sous-problèmes, on se dit qu'en les résolvant un à un, qui sont en fait les symptômes de ce grand éléphant, on va réussir à résoudre le problème global. Or, ça malheureusement, c'est une erreur, et je vais essayer de vous doter des outils conceptuels pour le comprendre, et on va les illustrer lors de cette conférence avec énormément d'exemples liés au monde agricole avec les apports de Serge. Je rappelle un petit peu ce graphique-là quand même, vous l'avez toutes et tous en tête, mais je vais quand même redonner les éléments principaux. 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre pour le futur. 3 futurs climatiques. Celui en bas, on reste sous les 2 degrés, on tient l'accord de Paris. Chose extrêmement importante, vous remarquez qu'on reste en jaune, c'est-à-dire une augmentation autour de 2 degrés. Et ça veut dire que l'été le plus chaud qu'on a eu en France, c'est-à-dire l'été 2022, après la canicule de 2003, d'après le rapport du Haut Conseil pour le climat, c'est un été moyen en 2050. Ce qui veut dire que demain matin, vous arrêtez les émissions de gaz à effet de serre, vous arrêtez le changement climatique, sachant que là, moi, je ne travaille que sur la trompe de l'éléphant, je ne travaille pas sur les autres problèmes. Et dans ce cadre-là, en fait, finalement, je m'arrête, mais je ne retrouve jamais le climat du passé. C'est très important. C'est le premier élément que je voulais vous dire, c'est qu'on est dans une dérive qui est irréversible. Ce n'est pas une, on verra le mot après. Deuxième élément important, le scénario intermédiaire, émission intermédiaire. Ça, c'est si tous les États
rendent matériels les engagements qu'ils ont pris lors des différentes COP. Ça nous fait 3 degrés au niveau mondial, plus 4 degrés en France. Et ça fait partie du coup de la notion du plan national d'adaptation au changement climatique. Ce scénario a plein de problèmes, parce que notamment, la plupart des points de bascule climatique sont situés avec beaucoup d'incertitudes autour de la barre des 2 degrés, et on ne peut pas se rendre compte directement quand on les aura dépassés. Ça m'amène du coup au 3e scénario, le scénario rouge, qui est le scénario forte émission, qui est un scénario soit d'emballement climatique par déclenchement de points de bascule, soit de retour en arrière des États sur les engagements qu'ils ne matérialiseraient pas sous forme de mesures concrètes. Et du coup, vous savez tous qu'on a un gouvernement qui travaille très très bien, et donc ils ont produit en janvier dernier, d'accord, ce qu'ils appellent le plan national d'adaptation au changement climatique. Quel était l'objectif? L'objectif de base, il est assez louable. C'est de redimensionner nos infrastructures, nos politiques publiques, autour d'une trajectoire globale d'adaptation. D'accord? Ils se sont dit, on prend le scénario intermédiaire, ça fait plus 4 degrés en France, ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 1,7, en 2030 on aura les 2 degrés en France, en 2050 2,7, en 2100 plus 4 degrés. Le problème, c'est que, effectivement, les acteurs, notamment du bâtiment, de la construction, ils ont besoin d'une trajectoire pour s'adapter. Sauf qu'on a transformé ce truc en un outil de communication politique. Et, bien sûr, quand on est dans un ministère, on a besoin d'éléments de langage pour convaincre. Ok? Quels éléments de langage on a trouvé? On a pris la Cour des comptes et on a fait des calculs. Premier calcul que j'ai lu sur le FNAC, moins 1 à 10% de PIB tous les ans si on atteint les plus 2 degrés. Est-ce que vous êtes convaincu par ce chiffre? Oui, non, oui. Oui, bon voilà, moi non plus. Le mieux, 35% de surcoût des assurances, d'accord? À 2050. C'est pas quand même, hein. Et le meilleur, ça coûterait 250 millions d'euros par an pour s'adapter, pour avoir les moyens humains de l'adaptation. Milliards. Non, millions. Dans le rapport, il y a vraiment marqué millions sur les moyens humains. Mais oui, normalement, je pense qu'il y a 1 fois 1000 dans la femme, effectivement. Et surtout, ce qui est extrêmement énervant, ils ont transformé ça en slogan de communication, et donc sur tous les rapports de VTO France, tous les rapports du ministère de la Transition écologique, vous avez la France s'adapte, vivre à plus 4 degrés, sans point d'interrogation. D'accord? Et bon, voilà. Et du coup, à cette étape, est-ce que vous avez compris que ce n'était pas une... C'était quoi le mot? 5 lettres. Crise. Pourquoi c'est pas une crise? Parce qu'une crise, c'est un excès de fièvre. D'accord? Vous êtes malade, vous avez une crise de fièvre, vous vous immobilisez, comme le Covid, on s'est immobilisé, on revient à l'état normal. Sauf que là, on est sur un élément de dérive irréversible. On est sur un changement de l'ordre du monde. On n'est plus sur une crise, on est sur une polycrise. C'est-à-dire qu'en fait, la dérive écologique, elle va s'hybrider avec d'autres dynamiques. Elle va s'hybrider notamment avec les crises sociales, les crises géopolitiques et les crises technologiques. Et c'est ça, cet éléphant-là, en fait, au milieu de la pièce, c'est cette polycrise, c'est-à-dire l'hybridation de la dérive écologique avec crise sociale, géopolitique, etc. Et cette dérive, elle a une nouvelle caractéristique, c'est que l'avenir ne sera pas linéaire, d'accord? Il va être fait de ruptures. Et ça, c'est très important à anticiper, parce que quand on est une entreprise, en général, on regarde les dommages qu'on a eus dans le passé, on regarde ce qui a marché dans le passé, et on fait un prolongement sur la suite. Exactement sur ce qu'on fait aussi sur les politiques publiques. Or, il va falloir qu'on anticipe ces formes de rupture. On va voir comment ces ruptures, elles se caractérisent, et comment on peut s'y adapter, et auxquelles on peut s'adapter. Le problème, par exemple, et là je vais vous montrer pourquoi Bercy peut sortir des chiffres moins 10% du PIB, c'est parce qu'en fait on est dans un rapport linéaire. Ça c'est ce que vous avez dans les rapports. Ici j'ai mis impact du changement climatique et en bas j'ai mis année. C'est-à-dire qu'en fait vous avez un élément linéaire d'augmentation de dégâts, grosso modo. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'augmentation de température par exemple, on regarde par exemple le rendement de, je sais pas moi, de la pomme par exemple, et on se dit bah, le rendement il va être dégradé linéairement. Donc je vais perdre un peu d'argent chaque année, donc j'ai un peu le temps pour adapter mes pommes. Okay? Sauf que ça ne marche pas. Parce que ce que vous allez voir pour de vrai dans votre organisation, c'est des pertes comme ça. C'est-à-dire une année, votre vague de chaleur, elle ne vous gêne pas. Une année, vous avez une gelée précoce et pouf, vous perdez une partie de la production. Et au milieu, vous avez un énorme spike parce que vous avez gelée précoce, une partie de la production de pommes qui s'écroule au niveau mondial et les droits de douane de Trump, par exemple. Et donc, fondamentalement, quand on est en entreprise, on n'a pas le temps de s'adapter. C'est quelque chose qui va falloir être fait
extrêmement rapidement, parce qu'on n'est pas sur des approches linéaires. Pour reprendre la devise d'un ancien président de la République, les emmerdes, ça vole en... Et voilà. Et ça, c'est extrêmement important pour la planification stratégique des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on raisonne en permanence par rapport aux moyennes, pas aux extrêmes, et on est toujours dans cette devise du jusqu'ici, tout va bien. Et donc, pour avoir les impacts, on va recaractériser un peu ce que c'est une France sous 4 degrés. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Du coup, oui, c'est la première fois que j'interviens pour le CEC. Je vais avoir un regard agricole. Je vais parler de choses qui vous concernent, votre bouffe du quotidien et votre façon aussi de vous habiller. On a dit qu'on fonctionnait en silo beaucoup les scientifiques, alors les agrométéorologues et les agroclimatologues, ce n'est pas le cas. Je suis à la fois agronome et climatologue, ce qui me relie les deux sciences. Alors ça, c'est le rapport à plus 4 degrés. La France coloriée en rouge avec les températures qui augmentent. Vous allez me dire, ça augmente de plus 3 degrés, je peux m'adapter, plus 3 degrés, si je suis agriculteur, je produis des pommes, plus 3 degrés, ma maturité sera plus précoce, ça va, ça se gère. En réalité, non. L'augmentation de la température moyenne que vous voyez ici va déterminer, certes, l'aire de répartition des cultures. Notre pomme, on ne la fera plus dans le sud, on la fera plutôt dans le nord, voire même jusqu'à Oslo. J'ai mis une cartographie sur LinkedIn il y a 30 minutes justement à ce sujet. Mais, si je suis producteur de pommes, ce qui m'intéresse, c'est pas juste savoir l'évolution moyenne de ma production. C'est ce que a dit Yann, c'est aussi les à-coups. Parce que mon arbre, si à plus 4 degrés, 2-3 jours en été, il subit 45, 46, 47 degrés, et bien l'arbre, il est mort. Au moins, c'est réglé, il n'y a pas d'évolution moyenne, il est mort, donc il ne produira pas les années suivantes. Donc on ne regarde pas la moyenne, on regardera aussi les extrêmes climatiques pour anticiper la production agricole. Sur ces extrêmes climatiques, pour ne pas parler que de l'agriculture, il y a également les villes. Puisque certes, vous avez plus 4 degrés, ça c'était à l'échelle des campagnes, mais dans les villes, ici c'est Grenoble, vous avez aussi des îlots de chaleur urbains qui font que la température augmentera plus rapidement dans les villes. Donc l'adaptation des villes, on dit souvent il faut planter des arbres dans les villes pour adapter. Oui, c'est le cas, il faut de l'ombre. Mais derrière, la plupart des arbres que vous avez ici dans le parc, d'ici 2050, ils ne seront plus là, puisque le climat ne leur correspondra plus. Et donc en réalité, il faut aussi planter des arbres adaptés au climat du futur. Alors sur la pluie, dans le rapport plus 4 degrés, on nous dit, en moyenne, en France, au niveau national, la pluie sera la même sur l'ensemble de l'année. Alors moi je dis ça à un agriculteur, il va pleuvoir la même quantité d'eau sur l'année. Il va me dire, à quoi je sers? Dans ce cas-là, je peux rentrer chez moi, il n'y aura pas de problème. En réalité, c'est pareil, on parlait des extrêmes et des évolutions moyennes, mais là c'est un problématique entre saisons. Vous avez ici l'hiver. En hiver, il va plus pleuvoir, et en été, du coup, il va moins pleuvoir. Donc quand je somme l'année, quand je somme sur l'ensemble de l'année, il va tomber la même quantité d'eau. Mais un agriculteur ne va pas raisonner en évolution moyenne, il va raisonner par à-coup. Ici, vous avez donc l'hiver. L'hiver, on plante l'orge pour la bière, le blé pour notre pain, et puis le colza pour l'huile d'olive. Ce sont les cultures d'hiver essentiellement présentes en France. Il y en a d'autres, bien sûr. Ce sont les majoritaires. Là, on aura un problème d'excès d'eau. Par contre, en été, à l'inverse, on aura un problème de déficit d'eau. C'est-à-dire que le maïs, le tournesol, le soja, ou les pâtures pour nos animaux d'élevage, même le stress thermique pour nos vaches laitières, là ce sera des déficits en termes d'eau. C'est-à-dire qu'un agriculteur, il ne va pas regarder la moyenne annuelle de l'évolution des pluies, il va regarder les extrêmes entre les saisons. Et c'est comme ça qu'on s'adapte. C'est pas en rassurant le grand public avec une moyenne annuelle, c'est en parlant aussi des extrêmes. Sur ces vaches laitières, en été, je tiens à préciser que le rapport montre qu'il y aura entre 45 et 50 degrés à partir de 2070 en France, et il est bien écrit qu'on s'adaptera. Je suis désolé, les vaches laitières à 45-50 degrés, elles meurent. Au moins, il n'y a pas d'adaptation, puisqu'il n'y a plus de vaches. On ne peut pas adapter une agriculture à 4 degrés. En France, c'est impossible. En moyenne, je veux bien, mais par contre, en termes d'extrême, quand on a une mortalité, c'est une perte économique sur plusieurs années. Pour ne pas parler que de l'agriculture, il y a également l'argile. Donc là, ça concerne le bâtiment. Vous prenez un argile dans le sol, vous lui mettez un excès d'eau, l'argile gonfle, il absorbe l'eau. Vous lui faites une sécheresse, l'argile se rétracte.
Et puis il y a des fissures qui se forment. C'est-à-dire que l'argile, à force d'avoir des excédents en hiver, des déficits en été, des excès en hiver et encore des déficits en été, ben, il va faire ce qu'on appelle gonflement-rétraction. Gonflement-rétraction, ce qui va faire bouger le bâti, les maisons. Et d'ailleurs, c'est dans la plupart des vallées de l'Isère, mais surtout dans les bassins agricoles comme la Garonne ou celui de la région parisienne, on aura des problématiques même sur nos bâtiments et des fissurations qui peuvent apparaître. Ce n'est pas une projection. 2022 a été catastrophique à plusieurs milliards et milliards de dollars pour les assurances. Il y a même des maisons qui ne sont plus habitables pour risque d'effondrement. Sur ça, c'est ce qu'on appelle les rhinocéros gris. Les rhinocéros gris, c'est en fait, on est dans les Looney Tunes, ok, il y a Bugs Bunny et le diable de Tasmanie qui arrivent, et puis il y a des rhinocéros qui leur foncent devant, et puis eux, ils font des blagues. Ça, c'est en fait les éléments attendus du changement climatique. Or, quelque chose qui est très important, même sur les moyennes, on a un problème, puisqu'en fait, toutes nos infrastructures, toute notre façon de produire de l'alimentation, c'est dimensionné sur des conditions climatiques passées, sur des extrêmes passés. Or, le changement climatique, il a un effet, il va décaler la moyenne et il va taper sur la gaussienne. Ce qui veut dire que fondamentalement, on va avoir les extrêmes d'hier qui vont devenir la moyenne et les extrêmes de demain qui vont être des inédits pour lesquels on n'a rien de prêt. Si vous prenez l'exemple de Valence avec les inondations que nous avons eues, la plupart des calibrations des aménagements hydrauliques des villes sont faites sur des crues centenales. Les inondations qu'on a eues à Valence se sont produites dans des zones non inondables. C'est-à-dire qu'en fait, la structure de la ville a été construite en zone inondable, mais sur des crues plurimillénaires. Le changement climatique augmentant la fréquence des précipitations intenses, il faut revoir en fait l'ensemble de l'aménagement de nos villes. Et là, vous avez un exemple hyper concret. Moi, je vais faire du très concret du terrain, de la terre. Ici, c'est le Languedoc-Roussillon, ce sont les sécheresses. Vous avez cette évolution moyenne, là, en rouge, vous la voyez, là. Là, c'est le pourcentage de surface agricole en sécheresse de 1959 à 2023. Donc, vous avez cette évolution moyenne avec quelques petits pics. Et là, vous avez 3 années, enfin, maintenant, on est sur 3, là, sur le graphique, il y a 2 années extrêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, on avait des pertes de rendement, les arbres n'avaient pas trop d'eau, donc il y avait moins d'abricots, moins de pommes, moins de kakis, moins d'artichauts. Ce qui s'est passé en 2022-2023, c'est pas qu'il y en a eu moins, c'est que l'arbre est mort. L'arbre est mort de soif, en fait. Sur 3 ans de sécheresse, l'arbre est mort. Donc l'impact économique, c'est pas juste une année où on a une perte de rendement, c'est un impact économique sur 50 ans, puisque l'arbre, sa vie, c'est 50 ans d'exploitation. Donc c'est ça les à-coups climatiques qu'on essaye de vous dire. Il ne faut pas regarder que cette moyenne en rouge en disant qu'on est passé que de 4% à 13%, tout va bien, c'est gérable. Et en réalité, ça ne l'est pas concrètement sur le terrain. Regardez l'évolution du rendement du maïs. Maïs soit pour nourrir l'homme, soit pour nourrir les animaux. Donc vous avez ici l'évolution du rendement du maïs jusqu'en 2000, une belle évolution à la hausse, amélioration génétique, amélioration chimique, amélioration mécanique. On appelait ça le progrès. Maintenant, dans la définition du progrès, on ajoute aussi durabilité climatique et environnementale. Depuis les années 2000, le rendement s'est stabilisé et vous voyez ces à-coups là sur le rendement. On a de bonnes années, de mauvaises années, de bonnes années, de mauvaises années. Un agriculteur qui doit investir dans des structures pour le maïs ou qui doit investir dans de nouvelles variétés aussi de maïs ou de nouvelles façons de cultiver ce maïs, quand il voit les rendements variés comme ça, il va se dire, je ne vais peut-être pas investir là-dedans parce que comment avoir une visibilité économique avec un rendement qui est très haut, puis très bas, puis très haut, puis très bas. Un acheteur, c'est-à-dire une personne qui va récupérer ce maïs, comment vous voulez qu'il signe un contrat avec une personne qui va vous dire une année sur 2, j'ai pas de production à vous vendre? C'est pas une visibilité. C'est-à-dire qu'en moyenne, on est stable. On nous dit, c'est bon, on est stable et plutôt haut, mais dans cette variation, économiquement parlant, ce n'est pas bon pour l'investissement et ce n'est pas bon aussi pour les achats. Alors, je parle d'investissement et d'achat, on pourrait se poser la question, est-ce que le maïs, à terme, justement, ne doit pas être remplacé par une autre culture ou une autre façon de cultiver? C'est ça qu'il faut se poser la question. C'est pas juste, je vais perdre 10% de moyenne, donc ça va. Non, c'est plutôt ces à-coups qu'il faut réfléchir dessus. Et donc, les études qui sont faites sur le sujet, sur le maïs, ce sont des moyennes, des évolutions moyennes. Vous avez aussi la carte du maïs plus 5, plus 2, plus 1,5, plus 2, irrigué, non irrigué. Alors en non irrigué, vous voyez, on a des pertes de rendement jusqu'à moins 100%. En gros, il n'y a plus de maïs. En irrigué, par contre, on peut avoir des hausses de rendement dans le nord de l'Europe, la partie centrale et la partie nord de l'Europe, nord de la France comprise, parce que le changement climatique augmentant la température et le maïs aidant la chaleur,
eh ben, il pourrait y en avoir un peu plus dans le nord. Par contre, dans le sud, faisant trop chaud et trop sec, même avec l'irrigation, ça sera compliqué. Ça, c'est une évolution moyenne. Ce sont des études faites par l'Union européenne. Mais je peux vous dire qu'en amont, le maïs s'arrêtera bien avant 2050, puisque quand on aura une année à 0, une année à 50, puis une année à 20, puis une année à 70, on ne peut pas avoir de visibilité économique sur cette culture. Donc, on peut parier que dans les régions espagnoles, le sud-ouest de la France, le maïs progressivement aura ses surfaces qui diminueront, bien sûr, au profit d'autres cultures. On n'est pas là pour désertifier nos paysages. Donc voilà, vous avez les évolutions moyennes, et je n'ai pas, du coup, cette variation autour de cette moyenne-là. Je ne l'ai pas, puisqu'elle ne l'est généralement pas étudiée dans les études scientifiques. Et du coup, la question fondamentale, c'est comment ça va se manifester pour vous en tant qu'entreprise. Et ça, pour ça, je vais vous raconter une anecdote. Je ne vais pas citer l'entreprise en question, mais c'est une entreprise de télécom. Et cette entreprise de télécom, elle m'a demandé d'intervenir pour son CSE. C'est son CSE qui m'a demandé d'intervenir sur la question du risque climatique. Pourquoi? Elle m'a dit, Eliane, on est très énervé. Notre patronne, elle a fait une analyse de risque et elle a dit, tout est sous contrôle. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette patronne-là? Elle a en fait regardé les risques sur ce qu'on appelle le scope A, c'est-à-dire sur ses infrastructures. Elle a des boutiques, elle a des bureaux, etc. Et puis on a regardé, est-ce que les bureaux sont inondés? A priori non, d'après les moyennes. Ok. Il va y avoir un peu plus de température. Bon, ben, on va mettre la clim. Ok. Et c'est pas sur une zone argileuse. Donc voilà, tout est sous contrôle. On fait un plan, on achète une clim un peu mieux dimensionnée et c'est terminé. Sauf qu'en fait, ça, fondamentalement, c'est chercher ses clés sous le lampadaire. D'accord? Donc vous avez quelqu'un de bourré qui sort du bar, ok? Il a perdu ses clés. Jamais arrivé de ma vie. Et, grosso modo, à qui c'est arrivé ça? Vous êtes des menteurs. Oh là là. Merci. Super. Hein. Et donc, c'est la nuit, il voit rien. Où est-ce qu'il va chercher ses clés? Il va chercher ses clés sous le lampadaire. Et il va mettre du temps à chercher ses clés sous le lampadaire. Voilà, j'ai un risque systémique, j'ai la polycrise. Je vais regarder mes infrastructures à moi. Et après, c'est réglé. Sauf qu'évidemment, le risque, il n'est pas que sur vos infrastructures en propre, il est sur les flux qui peuvent vous permettre de vivre et générer votre activité. Ok? Donc ça, c'est un graphique de Carbone 4 sur, en fait, comment on fait cette méthodologie-là. Mesurer son risque sur son scope A, c'est comme mesurer son bilan carbone sur son scope 1-2. Ça veut dire, en gros, juste monter le CO2 qui sort de vos cheminées et de vos voitures. Voilà. Donc, je pense que le CO2 que vous mettez un peu en marche, il est un peu plus important que ça, et puis je pense que là, on est sur des niveaux de compréhension de ces enjeux qui sont assez importants. Donc voilà la dynamique. Donc, il va falloir qu'on regarde ce qu'on appelle le scope B, c'est-à-dire tous les flux qui vont toucher l'entreprise. En particulier, vous avez des fournisseurs de rang 1, 2, 3, 4. On va regarder dans votre scope B, il n'y a que vos fournisseurs de rang 1. Il y a vos comment vos salariés vont se transporter, et la santé de vos travailleurs et de vos travailleuses. Et vous avez également le transport vers vos clients. Et peut-être le plus important, celui qu'on oublie toujours, les services publics, parce que vous dépendez d'un approvisionnement en électricité, vous dépendez d'un approvisionnement en télécommunications, approvisionnement en eau, approvisionnement en énergie, etc. Et donc, le risque, il n'est pas que localisé sur vos infrastructures, il est localisé sur les flux. Et du coup, ça, c'est en fait juste chercher ses clés un peu à côté du lampadaire, au moins dans la même ville. Mais le risque, il peut même être déporté dans une autre ville. Vous avez peut-être perdu vos clés dans le train ce matin. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le scope C, c'est-à-dire les fournisseurs de fournisseurs et les clients de clients. Or, la dynamique qu'on a dans les entreprises depuis un moment, c'est d'avoir les chaînes de valeur les plus tendues possibles avec le plus de sous-traitance, et donc en fait une déportation du risque et une absence de capacité à les maîtriser concrètement. Comment on fait pour faire une analyse de risque? On va d'abord définir ce qu'on appelle les grands processus d'une entreprise. Ça, c'est la méthodologie Okara, d'accord? Scope A, grosso modo, on va regarder les processus vitaux pour l'entreprise. Scope B, je ne vais pas tous les lire. Scope C. Mais en gros, on peut décomposer une entreprise en un certain nombre de processus qui lui permettent sa vie. On fait une cartographie des flux, si vous voulez. Et en fait, ça nous permet de nous dire que le risque, il peut être partagé entre 7 domaines différents. D'abord, les matières premières, d'accord? Est-ce qu'on va pouvoir, matières premières minérales ou agricoles? Les travailleuses et les travailleurs, puisque par exemple le changement climatique, ça a un impact extrêmement important sur le travail en extérieur, avec deux professions qui sont plus impactées que les autres, les agricultrices et les agriculteurs, et les ouvriers du bâtiment en particulier, puisque eux ils sont soumis en plus à l'effet de serre. Vous avez effectivement le risque industriel aussi, tout ce qui est transport, production. Vous avez les services publics conçus comme ce que vous pensez, mais aussi
les approvisionnements en réseau électrique, etc. Toutes les infrastructures de votre territoire, en réalité. Vous avez ensuite tout ce qu'on appelle les services privés, coucou les assureurs, qui sont en train de se retirer progressivement de plein d'endroits. En particulier, si vous prenez les exemples des incendies de Los Angeles, en gros, pour les incendies de Los Angeles, énormément d'assureurs se sont retirés et donc on a mis des gens extrêmement aisés sur ce qu'on appelait le backstop, c'est-à-dire le régime public de sécurité, ce qui fait qu'en fait, l'État californien a dû abreuver et donc on a eu un phénomène assez classique de socialisation des pertes et de privatisation des profits. On a aussi effectivement les clients. Si un territoire est ravagé, vous perdez de la solvabilité. Et puis il y a la question de la lisibilité du cadre de l'entreprise. Dans un monde qui est fluctue de plus en plus, dans un monde de polycrise, vous avez moins de visibilité pour vos investissements. Et donc la grande question, c'est comment on peut naviguer sur cette mer qu'on ne connaît pas. D'accord ? En gros, si je peux prendre un exemple, on est un peu, faut pas le faire ce que je viens de dire, mais on est Christophe Colomb et on va aller chercher un autre endroit pour passer aux Indes, ok ? Et en fait, on va aller sur une mer qu'on ne connaît pas. Et pour naviguer sur une mer qu'on ne connaît pas, pour naviguer dans l'incertitude, il nous faut des outils et des méthodes. Et la méthode qu'on a, c'est d'abord comprendre comment les vagues vont se former. Et ça, c'est l'analyse de risque climatique. L'analyse de risque climatique, elle s'articule en 4 composantes différentes, et je vais laisser Serge les illustrer. Alors, la première composante de cette boussole, en réalité, c'est l'aléa. On va étudier les aléas climatiques. Je reprends les exemples, bien sûr, agricoles, et cette fois-ci, je vais vous parler du gel. On ne va pas parler que de chaleur, on va parler de gel. Alors, on va étudier cet aléa, donc pour me dire, je suis un producteur de noix, voilà, parce que là, on est dans l'AOC noix de Grenoble, producteur de noix de Grenoble. J'ai envie de savoir, d'ici 2100, comment mon risque de gel après floraison, donc celui qui provoque des dégâts, va évoluer, pour savoir si je peux continuer à faire des noix. En réalité, pour savoir si je vais avoir des pertes de rendement dues au gel. Je prends les données climatiques, ici je prends au hasard dans les Pyrénées, mais imaginons que c'est dans le coin, on a une diminution du nombre de jours de gel de 1950 à 2100. Vous allez me dire, c'est super. S'il y a moins de jours de gel, forcément, j'aurai moins de dégâts dus au gel sur mon agriculture. Donc là, on a fait l'étude d'aléa. Vous allez voir que c'est pas si simple. Après, on a des éléments de terrain qui vont nous alerter. Vous avez ici une vague de chaleur précoce, c'est une vague de froid précoce. Vous avez ici une descente d'air froid. Donc vous avez début mars. Début mars 2021, fin mars 2021, il faisait à peu près 25 à 30 degrés sur une très bonne partie de la France. Floraison précoce, l'arrivée des oiseaux, le printemps, on buvait des bières en terrasse, tout allait bien. Derrière, on a cette descente d'air froid qu'on appelle un décrochage polaire qui est arrivé sur des arbres en fleurs. Et ce qui a provoqué 2 milliards de pertes de rendement. Donc c'est étrange. Je viens de vous dire qu'on a moins de jours de gel, mais qu'on a quand même la plus grosse catastrophe agricole nationale qui était due au gel en 2021. Il n'y a pas si longtemps. Donc c'est pas logique. S'il y a moins de gel et qu'il y a moins de dégâts, on ne devrait pas avoir ce type d'événement. Et on va regarder maintenant l'exposition de votre entreprise. Voilà, c'est des entreprises agricoles. Donc pour regarder l'exposition des noyers, des abricotiers, des cerisiers, je regarde aussi la date de floraison, parce que c'est à partir du moment, à ce moment-là que ça devient sensible. Vous avez ici la date de floraison des cerisiers japonais à Kyoto. C'est pareil en France. On a ces évolutions-là, entre le 11 avril, le 16 avril en moyenne, une date de floraison, puis à la fin, avec le réchauffement, on voit que la date de floraison avance. On a gagné 15 jours sur les floraisons des cerisiers japonais. La même chose d'ailleurs pour nos cerisiers français, pour nos pommiers, nos poiriers, à peu près une semaine d'ailleurs pour la noix. La floraison arrive plus tôt. Si je prends d'autres graphiques, ici c'est la date d'éclosion du marronnier officiel de Genève, puisqu'ils ont un marronnier officiel à Genève. En 1810, il était très important parce qu'à l'ouverture du premier bourgeon, les agriculteurs passaient des taxes d'hiver aux taxes de printemps. C'était l'indicateur officiel. C'était un marronnier officiel qui est dans les tables administratives des Suisses. Maintenant, on est taxé toute l'année. Mais ils ont continué cette série parce que c'était une tradition de la mairie. Ne pensons pas pouvoir observer le changement climatique un mois d'avance maintenant sur la date de floraison. Et ces Suisses d'ailleurs sont très très développés au niveau de l'agrométéo. L'arrivée du printemps qui prend en compte les hirondelles, le noisetier et la plupart des arbres qui fleurissent en premier, arrive à peu près 2 semaines plus tôt. Donc c'est-à-dire que mon exposition au gel
démarre 2 semaines plus tôt qu'avant. Ensuite, on regarde la vulnérabilité. Et là, on va regarder des paysages. Vous avez par exemple ici des oliviers en Andalousie où il n'y a que des oliviers. Et d'ailleurs, c'est la même variété. Ça veut dire qu'en termes de vulnérabilité, si on a une vague de froid, une canicule qui passe sur ce paysage, il y a tout le paysage qui est perdu. Il n'y a plus de production. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2023. Sur ce paysage-là, il a fait 38,8 degrés en avril. En avril, 38,8 degrés. Pendant la floraison, 50% des fleurs sont tombées, 50% de la production a été perdue, sachant que l'Andalousie fait 50% de la production mondiale, c'est une hyperspécialisation mondiale, augmentation des prix d'olive par 3. Ça, c'est ce que je disais en termes de vulnérabilité. C'est-à-dire que là, sur un territoire comme l'AOC, la noix de Grenoble, on a la variété franquette qui fait la noix de Grenoble, et vu qu'on n'a que cette variété, ou très peu d'autres variétés qui sont présentes sur le territoire, si les bourgeons ont ouvert pour tous les arbres et qu'il y a un gel qui arrive, c'est tout le territoire qui passe. Ça, c'est ça la vulnérabilité. Aléa, le gel diminue, mais la floraison de printemps avance, donc le risque de gel est toujours aussi important en mars ou en avril, parce que la floraison a avancé. Exposition, c'est cette floraison qui avance. La vulnérabilité, c'est la spécialisation de nos territoires. Et quand ça arrive, ça fait 2 milliards d'euros de perte de rendement sur des territoires qui sont très uniformes. Alors, on peut faire le parallèle avec la sécheresse. Et je passerai la main à Iliane. La sécheresse, c'est pareil. L'aléa sécheresse augmente. Il y a de plus en plus de sécheresse. On a hyper spécialisé nos territoires sur du maïs ou d'autres cultures. Notre sol aussi et les pratiques sur le sol ont été uniformisées. Et les paysages ont été uniformisés. Donc forcément, quand une sécheresse arrive, on essaye de trouver des solutions. Et ces solutions, c'est Iliane qui va vous la présenter. Pseudo-solution. Donc, en gros, dans votre équation du risque, la seule composante dont n'a pas parlé Serge, c'est la réponse. C'est-à-dire, si je veux diminuer mon risque, je vais faire des trucs pour diminuer mon risque. Ok ? Sauf que cette réponse, elle peut mal tourner, augmenter votre risque. C'est ce qu'on appelle la maladaptation. Merci. Bon. Alors, la maladaptation, c'est quoi ? C'est une piscine avec un tuyau dedans. Ok ? Alors, les méga-bassines, c'est pas pour récupérer l'eau de pluie. D'accord ? Et en gros, qu'est-ce qui se passe dans une méga-bassine ? Une méga-bassine, ça a été réalisé pour en fait accaparer une partie de la ressource en eau en hiver pour la réserver en été. C'est-à-dire on va la sortir du sol. En la sortant du sol, ça va être utilisé du coup pour irriguer le maïs en été. D'accord ? Or, ce qui s'est produit en fait avec ces méga-bassines, c'est que les agriculteurs, ou en tout cas les plus gros, les agriculteurs ont eu des impacts extrêmement importants sur les territoires, Marais, Poitevin, etc. Sauf que vu qu'on avait organisé au niveau des pouvoirs publics ou au niveau des entreprises aucune bifurcation de modèle, et que la production céréalière, c'est le deuxième balance excédentaire sur la balance commerciale française, on n'a pas beaucoup de postes excédentaires, on a le luxe et on a la production de céréales. Au moment où tu as une année catastrophique, tu vas aller taper aux portes du ministère de l'Agriculture et il fait je suis un acteur économique extrêmement important, j'ai des pertes absolument incroyables, on ne peut pas laisser ma filière s'effondrer, et donc, sur fonds publics, on va payer des méga-bassines. D'accord ? Et les méga-bassines, elles ont une dynamique qui vont augmenter la fragilité. Pourquoi ? Vous avez moins d'eau et vous permettez à un acteur de s'accaparer cette ressource en eau. D'accord ? En fait, c'est exactement la même dynamique qu'on a eue pendant le Covid. Si vous vous rappelez, pendant le Covid, il n'y avait pas de problème de papier toilette, sauf qu'il y a eu un emballement et une panique, et donc les gens qui avaient plus d'argent se sont achetés plein de papier toilette, et donc il y avait une pénurie de papier toilette. D'accord ? Et en fait, dans la polycrise, on a ce phénomène-là. Ce phénomène d'accaparement. C'est le troisième animal que je vous présente, c'est ce qu'on appelle une méduse noire. On a eu cet été, notamment dans des centrales nucléaires françaises, des méduses qu'on a retrouvées dans les tuyaux. D'où qu'est-ce qu'elles venaient faire là ? En fait, quand tu as une eau extrêmement chaude, notamment l'eau de la Méditerranée, mais aussi les eaux des cours d'eau, la Méditerranée, elle était 5 degrés plus chaude que la moyenne cet été. En fait, ça produit une gélification de l'océan. Une gélification de l'eau, c'est-à-dire que vous avez des méduses qui vont remplacer la vie des océans en particulier. Or, on n'avait pas anticipé que ces méduses, elles étaient là, mais une méduse noire, c'est un événement, en fait, quand il se produit, on se dit que c'est tout à fait logique et que c'est normal. C'est normal si on n'organise pas de bifurcation, pas d'adaptation en réalité, que ce soit les acteurs les plus puissants qui soient, eux, en capacité de s'adapter et pour leur propre intérêt.
Et si on regarde du coup l'analyse de risque au global, ils augmentent le niveau de risque parce qu'ils accroissent la pénurie en accaparant dans ces périodes de pénurie. Et donc ça, c'est un message extrêmement important. Ne pas organiser l'adaptation, c'est poursuivre une forme de maladaptation systémique en cours. Et il y a un livre qui est extrêmement important là-dessus pour bien comprendre ce qui se passe. C'est le livre de Naomi Klein qui s'appelle The Shock Doctrine. Qui a lu ce Naomi Klein ici? J'espère que vous mentez autant que sur la partie des clés, quoi. En tout cas, très très bon livre. Et en fait, elle va donner un exemple. Elle va montrer que à chaque elle va expliquer qu'en fait, les catastrophes, en particulier climatiques, environnementales, ne sont pas des moteurs de prise de conscience. Ils sont au contraire des moteurs de privatisation du monde. Elle va donner un exemple avec le tsunami qui a eu lieu en 2004 au Sri Lanka. Donc là, vous avez la photo du 26 décembre 2004. Il y a un tsunami qui va ravager une énorme partie de la côte sri-lankaise. Et du coup, le gouvernement sri-lankais va faire un zonage de non-installation, d'accord, sur les zones qui ont été touchées par les tsunamis. Ok, donc ça c'est la zone touchée par le tsunami. Sauf que si vous revenez en Sri Lanka en 2024, vous avez ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un visiteur du soir, qui sont des stations balnéaires sous contrôle de capitaux américains, qui sont installés et qui ont artificialisé tout le littoral. Ne pas organiser l'adaptation, c'est organiser un appauvrissement collectif. Pourquoi? Parce qu'à chaque catastrophe, si on n'a pas planifié l'adaptation, on va avoir l'État et les pouvoirs publics qui vont mettre de l'argent en urgence pour reconstruire tout n'importe comment. Et ça va provoquer du coup une perte de capacité d'investissement dans l'adaptation. C'est une politique de start and stop en fait, et la politique comme ça va faire, on fait un budget austéritaire ensuite et on n'est pas capable de s'adapter. Chaque crise va être en fait une façon peut être accaparée, d'après la théorie de Naomi Klein, comme une forme de privatisation du monde. Et elle le montre pas uniquement sur les questions agricoles ou sur les questions écologiques, elle le montre aussi sur tout ce qui est impact géopolitique. Lorsqu'on a un choc, en fait, les populations ils sont beaucoup plus réceptives à des changements radicaux dans les organisations sociales. Elle prend notamment l'exemple du Chili et de Pinochet. Et donc, faire votre propre analyse de risque, est-ce que c'est traiter le problème? Oui et non. C'est la première étape, mais il va falloir adopter une vision systémique pour prendre en compte la polycrise. Si je reprends mes animaux qu'on a vus, on a vu l'éléphant au milieu de la pièce, on a vu le rhinocéros gris, on a vu la méduse noire. Ça, c'est ce que votre analyse de risque permet de voir, permet d'anticiper. Mais il y a des événements, normalement là vous vous dites, peut-être que je vous ai menti. Là on n'a fait que des raisonnements sur les moyennes, en réalité, sur les analyses de risque. Mais il y a des événements non linéaires. On va prendre un exemple. Si je prends tous les gens dans cette salle, d'accord? Ça c'est vous, ok? Votre distribution de taille, ça va être une gaussienne, ça va? D'accord, il y a une moyenne, etc. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute, si Victor Wembanyama rentre dans la salle? Victor Wembanyama, il fait 2,24 m, ok? En fait, je reste sur une gaussienne, ok? Parce que Victor Wembanyama, il ne fait pas 15 mètres, il ne fait pas 100 mètres. Par contre, si je prends vos distributions de revenus, ok? Donc là, c'est encore vous. Distribution de revenus gaussienne. À moins qu'il y ait des milliardaires dans la salle. Est-ce qu'il y a des milliardaires dans la salle? Ok. Très bien. Du coup. Et qu'est-ce qui se passe si dans la salle, il y a Elon Musk ou Bernard Arnault qui rentrent? Est-ce qu'il est là? Quelqu'un? Non? Et bien ma distribution gaussienne, ça va plus être comme ça. Parce que Bernard Arnault, il a une fortune de l'ordre de la centaine de milliards. D'accord? Ce qui fait 1 fois 1000 fois 1 million par rapport, en fait, à vos fortunes à vous. Et donc, ça va changer ma distribution statistique. D'accord? On retourne sur notre courbe de cross de hockey. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'événement Bernard Arnault rentre dans la salle, il sort de l'espace statistique des gaussiennes. Il crée un nouvel espace statistique de rupture. Et en fait, dans ce cadre-là, Bernard Arnault, c'est un signe noir. Ok? Ce signe noir, c'est aussi des événements qui vont se produire. Les signes noirs, ils ont 3 caractéristiques. C'est des événements qui sont imprédictibles. Vous ne savez pas quand ils vont se déclencher. Vous avez toutes en tête là, des exemples de signes noirs, Covid, crise des subprimes, etc. Deuxième élément, c'est des bascules systémiques. Il y a un avant et un après signe noir. Quand il commence à basculer là-dedans, on ne peut pas savoir où ça va s'effondrer, en particulier dans le système. Et chose extrêmement importante,
et c'est la troisième caractéristique, et c'est la plus dangereuse pour moi des signes noirs, c'est qu'on passe notre temps à les expliquer a posteriori, à expliquer qu'on aurait pu voir ces signes noirs, d'accord? Et donc, voilà, donc là vous avez rien écouté parce que vous avez regardé 2 minutes. Mais voilà, c'est ça en fait les 4 manifestations du risque. Éléphant du milieu de la pièce, c'est-à-dire cette incapacité qu'on a à traiter les problèmes de façon globale, parce que la polycrise c'est des manifestations sur plein d'aléas différents. Les rhinocéros gris, les événements sur les moyennes, les méduses noires, les événements d'accaparement, les dynamiques qui vont en fait avoir un effet d'accaparement de la pénurie, et les signes noirs, c'est-à-dire les ruptures systémiques qu'on ne peut pas anticiper, mais qu'on peut essayer d'imaginer. C'est ce qu'on appelle les scénarios de rupture. Ça revient aussi avec mes éléphants à mon éléphant au milieu de la pièce. L'avenir n'est plus linéaire, il va être fait de rupture. Et donc, en fait, vous avez peut-être déjà vu cette formulation, on était avant dans un monde VUCA, d'accord? C'est un monde volatile, ok, incertain, complexe et ambigu. Ce concept-là, de mon point de vue, il est dépassé. On est maintenant vers un nouveau paradigme qui est le monde plutôt banni ou fanny. Banni, c'est pour l'anglais parce que c'est brittle. Donc c'est fragile. Pourquoi il est fragile? Parce qu'on a suroptimisé toutes nos chaînes de valeur, toute notre organisation sociale. En particulier, on a transformé nos villes. Pourquoi on a mis du béton partout dans les villes? Pour intégrer notamment la voiture et faire de la rapidité dans le transport. On verra ça plutôt sur l'après-midi, on va revenir sur la dichotomie performance-robustesse, mais en fait, dès qu'on fait de la performance, on suroptimise des systèmes, et dès que vous suroptimisez des systèmes, vous créez des vulnérabilités. Or, ces vulnérabilités, vous pouvez vous en foutre quand vous êtes dans un climat stable, quand vous êtes avec un accès aux ressources abondantes et un accès à l'énergie abondante. Mais dès qu'on quitte cette moyenne, ces conditions stables, contrôlables, toutes vos vulnérabilités peuvent devenir des fractures et des ruptures. Et cette espèce de festival d'incertitude, cette propagation des vulnérabilités, elle crée les signes noirs. Elle crée une forme incontrôlable, ou en tout cas pas possible d'anticiper concrètement sur le tissu social une partie des conséquences. Autre élément, le côté anxiogène. On est toutes et tous, en fait, en permanence face à des symptômes, face à des stimuli anxiogènes par rapport à cette situation. Parce qu'on ne la contrôle pas. Et en fait, ce côté anxiogène, il nous empêche d'agir. Il va falloir qu'on trouve une autre boussole pour en fait essayer de sortir des stimuli anxiogènes. L'idée, c'est de regarder en fait tout ce qui va dans le sens de la résilience, de la robustesse et de l'antifragilité. On verra cet après-midi. Non linéaire, je pense que je vous en ai convaincu. Non linéaire parce qu'il y a les points de bascule climatiques. Non linéaire parce qu'on a des systèmes hyper complexes qui créent fondamentalement du chaos lorsqu'il y a un stimuli qui lui arrive dessus. Et incompréhensible, c'est-à-dire on n'arrive pas, on ne peut pas comprendre l'intégralité de l'éléphant d'un coup. Et donc, il y a quelqu'un qui aide énormément à penser ces notions, c'est Edgar Morin. Et Edgar Morin, il a travaillé énormément sur cette notion de non-linéarité, d'intégration d'incertitude. C'est lui qui a créé le concept de polycrise, et on essaiera dans l'après-midi de voir un peu les leçons qu'il nous donne là-dessus. Mais je terminerai cette conférence sur sa citation. Connaître et penser, ce n'est pas arriver à une vérité certaine, c'est dialoguer avec l'incertitude, et il va falloir qu'on arrive toutes et tous, par rapport à la situation, à dialoguer avec l'incertitude. Je vous remercie pour votre attention. On est en avance. On est en avance, c'est incroyable, c'est jamais arrivé de ma vie. Donc on a 17 minutes de questions, c'est ça? Exactement. Je voulais introduire. Tiens, c'est sûr. Je voulais introduire les questions, mais donc, tu vas très bien faire. Donc voilà, on a 17 minutes de questions-réponses. Donc qui veut? Si je pense qu'il marche. Il marche pas vraiment? Non. Enfin, celui-là alors. Celui-là. C'est où déjà? Merci, j'ai juste une question qui est un peu focus et un peu qui m'est venue pendant votre exposition sur les arbres. Vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément comment meurt un arbre? Est-ce que c'est par le haut, par le bas, par les racines? Comment ça se passe? Alors déjà, quelles sont les conditions qui amènent à la mortalité d'arbres? Je ne vais pas aborder le sujet parce que c'est un point sensible où on a des adaptations qui sont très faibles sur l'arbre.
Il faut savoir que depuis 5 ans, la mortalité des arbres a augmenté de 80%. Ça veut dire que pour la première fois, l'arbre meurt plus vite qu'il ne se régénère et qu'on perd des arbres dans nos forêts. Certes, notre surface forestière a augmenté, mais en tout cas, la reprise des arbres est plus lente que la mortalité. Comme on meurt un arbre, on a des indices qui sont développés par l'ONF, l'IGN, des indices d'observation de l'arbre. L'arbre, en général, ne va pas mourir par un à-coup climatique. Il va mourir par plusieurs signes noirs, on va dire. Par exemple, 2003 a été un signe noir pour nos forêts, un truc complètement incroyable qui sort complètement des statistiques. Il n'a pas provoqué une mortalité d'arbre autant que ce qu'on a maintenant. Pourquoi ? L'arbre meurt par plusieurs à-coups, par la répétition et la fréquence de ces canicules. C'est-à-dire que ce n'est pas une sécheresse, ce n'est pas 2003 qui va vous tuer, ce n'est pas 1976 qui va vous tuer. C'est généralement la répétition, ce n'est pas 1911 aussi. Et vu que là, on a une répétition qui augmente, bah, l'arbre, il va mourir de façon accélérée. C'est ce qu'on appelle la théorie du boxeur. En biologie, la théorie du boxeur fait qu'un écosystème ne s'effondre pas à cause d'une canicule. Si je vous donne un box, je ne le ferai pas, je vous rassure, je vous donne un box, vous n'allez pas tomber. Si je vous donne le même box, même intensité, mais cette fois-ci toutes les 10 secondes, au bout d'un moment, vous allez tomber. Et si en plus je rajoute de la force sur ce box, et ben, vous allez tomber plus rapidement. L'écosystème s'effondre à cause de la répétition et de l'augmentation de l'intensité de ces événements climatiques, de gel, sécheresse, canicule. Et donc l'arbre va commencer à mourir par généralement, l'indice de dépérissement est calculé par le haut, parce que l'eau qui est présente dans le sol par les racines ne va plus jusqu'aux extrémités, parce que quand il y a une sécheresse, il se forme des cavitations, c'est-à-dire des bulles d'air à l'intérieur des canaux. Quand il se forme des bulles d'air, ça bloque la circulation de l'eau, ça ne va pas à la suite de la bulle d'air dans le rameau, ça ne va pas plus loin. Et donc il commence à dépérir par l'extrémité. Et si vous regardez, alors là, il ne faudra pas confondre avec l'automne, parce qu'il y a bien des arbres qui perdent leurs feuilles par le haut, mais ça c'est l'automne. Mais si vous regardez dans nos campagnes l'an prochain, au plein milieu de l'été, vous verrez que certains arbres perdent leurs feuilles par le haut, les extrémités. Quoi qu'il se passe, cet arbre va mourir dans les 5 ans à venir. Le dépérissement prend du temps. Et le malheur de nos forêts, c'est que ça se joue sur le temps long. Et en se jouant sur le temps long, on ne l'observe pas forcément. Et les pouvoirs publics ne mettent pas suffisamment les choses en place parce qu'on réfléchit à la politique du pansement, le court terme. Et tant que nos forêts n'ont pas atteint je ne sais quel niveau de mortalité, ce sera trop tard à ce niveau-là. Quand une forêt atteint, on va dire 10-20% de mortalité d'arbres, le soleil tape sur le sol, puisque l'arbre a perdu ses feuilles, le sol s'échauffe, le microclimat de la forêt remonte, il fait plus chaud, et les arbres qui restent meurent plus vite. C'est une boucle de rétroaction positive. Et on n'y est pas très loin. Il faut qu'on réagisse avant. Voilà pour la mortalité des arbres. J'aurais pu le mettre en exemple, bien sûr, dans la présentation. On est sur un... On est sur un territoire... Attends, je te... Hop. On est aussi sur un territoire de montagne et la mortalité forestière, c'est un problème sur les territoires de montagne parce que les arbres, ils tiennent la montagne. Et donc, moins vous avez d'arbres en ville, plus vous avez d'éboulement aussi. Or, les territoires de montagne, il y a très peu de redondance sur les routes d'accès. Et donc, ça pose plein de soucis très très opérationnels comme ça sur les infrastructures aussi. Peut-être pour rebondir justement sur le sujet, il n'y a pas une modification justement de la génétique de ces arbres et de ces forêts sous cette contrainte qui fait que finalement la modification du capital génétique fait que la forêt est résiliente ou en fait ça va trop vite pour cette adaptation. La génétique est une des formes d'adaptation au changement climatique, qu'elle soit agricole ou forestière. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va modifier la génétique des arbres existants, ça c'est trop tard. La génétique d'un arbre ne va pas évoluer pour s'adapter. Il y a très peu de marge de manœuvre dans le végétal, contrairement aux mammifères qui, eux, ont une température corporelle qui est stable, comme l'homme, hein, et du coup on s'adapte à des gammes de température quand même beaucoup plus larges. Qu'un arbre qui, lui, n'a pas une température corporelle du tronc ou des feuilles stables, elle dépend de la température de l'air essentiellement. Et donc, c'est des sortes thermorégulées, non thermorégulées. Sur mon dernier post LinkedIn, j'ai parlé exactement de ça. Je l'ai mis il y a 1 heure là. C'est la modification de la biogéographie de la pomme golden, la variété golden, mais c'est pareil hein, pour
l'érable, pour le hêtre, pour le chêne pédonculé, le chêne sessile. On a une évolution du coup de l'aire de répartition de nos arbres. Vous allez sur climessence avec un s.fr, c'est le site officiel de l'État qui va déterminer en fait jusqu'en 2100 où se situeront la zone de potentiel des arbres. Et pour modifier la génétique des forêts, on va ramener soit, on veut garder des hêtres, par exemple, on a une hêtraie, une forêt de hêtres. On va prendre des hêtres de Pyrénées-Orientales et les remonter à Grenoble, parce que les hêtres des Pyrénées-Orientales ont eu plusieurs générations un peu plus adaptées aux sécheresses. Mais il y a un moment, vu que le hêtre a des racines superficielles, très sensibles aux sécheresses du coup, et dans cette gamme génétique disponible dans le hêtre, on va atteindre le bout, et il faudra passer sur quelque chose de plus résistant. Vous prenez par exemple le chêne vert méditerranéen, c'est celui qui est le roi des garrigues, qui pourrait remonter jusqu'à Grenoble à partir de 2050, et donc ici on aura des paysages qui vont ressembler à ceux de Méditerranée avec la cigale qui pourra chanter. Eh bien, ça c'est une autre adaptation, on va prendre on tape dans la diversité inter-espèce, interspécifique on appelle ça, donc on va chercher une autre espèce, un chêne, et on remplace le hêtre, on va le planter à la place du hêtre. Mais là, il faut faire attention aux espèces invasives, parce qu'on ne va pas aller chercher des palmiers du Maroc ou des espèces d'Afrique pour faire remonter, parce qu'on peut avoir le cas d'espèces invasives, et on peut avoir aussi le cas où les racines de cet arbre ne sont pas adaptées aux bactéries du sol ici dans les Alpes, ou la période de nidification, la période aussi de miellification pour les abeilles n'a pas la même période de floraison, la période de nidification. Donc, il faut absolument qu'on ait une étude derrière qui accepte cette arrivée de cet arbre un peu exotique dans l'écosystème. Et pour finir de répondre à votre question, le changement climatique est plus rapide que l'évolution génétique du blé, du maïs, de la pomme, parce qu'il faut 7 ans, 9 ans pour qu'une nouvelle variété arrive sur le marché, dans les sélections génétiques européennes, je ne parle pas des OGM. Et derrière, les forêts, alors j'ai pas envie de dire que c'est trop tard, mais si je veux être réaliste, c'est trop tard. Parce qu'en réalité, vous imaginez même pas le nombre d'arbres qu'il faut ramener du sud pour replanter, et que si on regroupe toutes les pépinières d'Europe et du monde en France pour le faire, c'est pas suffisant. Un arbre, ça pousse déjà pour atteindre une surface de feuilles qui fait de l'ombre, des racines profondes, il faut 10 ans. Et plus on prend de retard, plus les arbres qu'on va planter ils vont mourir de sécheresse parce qu'ils n'auront pas les racines profondes. Donc c'est une course contre la montre sur laquelle on a perdu, puisqu'en réalité, on aurait dû réagir sous l'époque de Mitterrand. Il est mort, Mitterrand, il doit faire paix à son âme, et Jacques Chirac aussi. Les autres sont en prison. Eh bien, c'est à cette époque-là, mais à l'époque, je ne les blâme pas, parce qu'ils n'étaient même pas conscients, ils n'avaient pas conscience, ils n'ont pas écouté les scientifiques à ce sujet, et ils se sont dit, on a le temps. On a le temps pour le blé, on a le temps pour le maïs, on a le temps pour la tomate, on a le temps pour le potiron, mais on n'a plus le temps pour les arbres. Parce que les arbres, c'est 50 ans qu'il faut réfléchir en amont. Les antidépresseurs se confondent la salle. Une autre question. Dans un monde qui se réchauffe, il peut paraître évident que les températures vont monter en France. C'est tous vos scénarios sur vos schémas. Est-ce qu'il peut y avoir des macro-changements comme le décalage du Gulf Stream et que finalement, dans certaines zones, et notamment en France, ça ne se réchauffe pas et même si ça passe l'inverse, ou est-ce que c'est vraiment exclu dans toutes les études? Alors il y a des sources d'incertitude, Yann. Je les prends, oui, c'est vrai. Vas-y. Après, tu complètes si tu veux. En gros, ça, on n'a pas montré le graphique, mais effectivement, il y a ce qu'on appelle les typing points ou les points de bascule climatique. Les points de bascule climatique, effectivement, il y a les questions de circulation thermohaline, il y a aussi le permafrost, il y a aussi la savanisation de l'Amazonie. C'est des phénomènes, en fait, de rétroaction positive. C'est pas une caractéristique de bien ou mal, c'est-à-dire un phénomène qui commence à s'auto-entretenir et on perd le contrôle du système climatique. La mortalité des forêts, par exemple, les soleils sont dans les forêts. Voilà, et donc mortalité forestière égale plus de carbone relargué, égale réchauffement plus important, sécheresse plus importante, égale taux de forêt qui meurt, etc. C'est ça la savanisation de l'Amazonie en particulier. Et qui se couple avec des dynamiques de maladaptation, type déforestation, etc. etc. Et donc, l'énorme problème qu'on a avec ces points de bascule, c'est que les scientifiques ne sont pas d'accord sur leur positionnement. Et deuxième problème énorme, c'est que on ne saura pas qu'on a déclenché un point de bascule avant avoir un certain nombre de mesures dessus. Parce qu'en fait, pour savoir si tu es dans une autre dynamique, il faut que tu aies l'historique de la variabilité naturelle, que tu compares avec des jeux de données importants sur le maintenant, pour voir si tu es sorti de la variabilité naturelle.
Et donc on a ce double problème-là. Le chiffre à retenir, c'est que la plupart des points de bascule climatique, ils sont situés à plus 2 degrés de réchauffement. C'est pour ça qu'on a défini l'objectif plus 2 degrés. C'est parce qu'avant, on a peu de probabilité, et encore on n'est pas sûr, de déclenchement des points de bascule. Si vous voulez regarder ces graphes sur les points de bascule, il y a des seuils d'incertitude très très importants en fait là-dessus. Et donc effectivement, le message qu'on pourrait donner, c'est plus on va dépasser les 2 degrés, moins on va savoir ce qui va nous arriver. La question du Gulf Stream et de la circulation thermohaline, a priori ça va avoir une conséquence à la fois, les scientifiques se bagarrent beaucoup là-dessus, mais si on a un arrêt du Gulf Stream, moi ce que j'ai compris d'après les scientifiques que j'ai écoutés, c'est qu'on n'allait pas forcément avoir de refroidissement, parce que si ton Gulf Stream ne circule plus, en fait, tu as une accumulation de carbone à la surface de ton océan, et donc le réchauffement se poursuit. Par contre, sur la partie hiver, là, tu vas avoir une partie des vents qui va être restructurée, et donc tu vas avoir des hivers beaucoup plus froids en Europe. C'est ça que j'ai compris, mais le problème, c'est qu'on a énormément de débats scientifiques là-dessus, et que donc, on est dans l'incertitude. Et plus on va aller loin, en fait, dans la dérive climatique, écologique en général, moins on va être capable d'anticiper, rien que pour des phénomènes biophysiques comme ça, mais aussi de l'interaction de ces phénomènes biophysiques sur nos sociétés complexes. Alors, c'est pas le Gulf Stream, c'est la dérive nord-atlantique. Hein. Ouais. Le Gulf Stream s'arrête au large de l'Amérique, et après, lui, il est dû à la rotation terrestre, donc il ne bougera pas. Par contre, la suite, c'est la dérive nord-atlantique. Elle est due aux circulations d'eau douce et salée, on va dire au large du Groenland. C'est la dérive nord-atlantique qui risque de ralentir ou s'arrêter. On ne sait pas quand, ça peut être dans 50 ans, dans 4000 ans, suivant le réchauffement, alors 4000 ans peut-être pas, on va dire 200 ans. C'est qu'on n'a pas de consensus sur le sujet. On sait qu'il y a un point de regard, mais il n'y a pas de consensus scientifique. Et malheureusement, dans la presse, on va faire ressortir les articles catastrophiques, ça arrive dans pas longtemps, on va tous mourir, mais on ne va pas faire ressortir les articles qui contrebalancent en disant « attention, on va nuancer ses propos ». Voilà, donc il y a un déséquilibre médiatique sur le sujet. Il n'y a pas de consensus encore sur ça. Il faut savoir qu'au moins, pendant 50 ans, ça va se réchauffer. On verra après pour la dérive nord-atlantique. Ça veut dire qu'on a une génération d'arbres et qu'on a 50 ans, 50 années agricoles pour le blé et le maïs qu'il va falloir adapter. Voilà. Et avant de réfléchir après si on va avoir un autre décalage vers le sud avec le refroidissement des hivers. Mais pas des étés. Donc c'est vraiment, là on va faire le Canada. Quoi. Le yo-yo. C'est encore plus facile à adapter. On prend une dernière question, si on a eu. Allez-y. Bonjour. Je me demandais si vous auriez un exemple d'adaptation réussie d'un espace agricole ou d'une forêt par rapport à toute la variabilité dont vous parlez tout à l'heure. Et avec mon voisin, on se posait la question aussi d'où provient la plume dorée sur votre chapeau. Quel oiseau? Ça c'est le hara. Alors je ne l'ai pas tué pour la récupérer. Plus c'est un truc d'Amérique du Sud. Oui, vous m'avez vu sans chapeau. Je le remets rapidement. Le hara, c'est une personne qui m'a offert en conférence. Voilà. Les autres, c'est la plume de pan, c'est une personne qui m'a offert en conférence. Là, c'est une plume de poule, on me l'a offert en conférence. Là, c'est une plume de germe, on me l'a offert en conférence. Et là, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est l'oiseau qui est dans Rio, dans Disney, on me l'a aussi offert en conférence. Alors, si vous avez des plumes, gardez-les, j'ai plus de place. C'est souvent comme ça que c'est pour ça que j'ai des plumes sur le chapeau. La question. Ah oui, un exemple d'adaptation. Alors, il y en a plein. C'est vrai que là, on s'est concentré sur les. C'est pour cet après-midi. Ouais. Je prends la pistache juste avant de spoiler pour l'après-midi. La pistache, par exemple, c'est une espèce qui est de plus en plus plantée dans le sud de la vallée du Rhône à la place de la vigne ou de l'abricot et ou de l'abricot. Pourquoi? La pistache résiste à 7 degrés de plus que l'abricot. C'est hyper conséquent. 20 à 30% d'économie d'eau par rapport à l'abricot. En plus, elle va ouvrir les bourgeons, donc floraison 2 semaines plus tard que l'abricot, donc on perd 2 semaines de risque de gel. Et là, on répond aux 3 principales problématiques. La pistache se développe. Derrière, c'est une adaptation des agriculteurs, mais il n'y a pas encore une adaptation économique, c'est-à-dire des filières de la part de l'État qui soutiennent ces initiatives. Donc c'est une demi-adaptation, on va dire, réussie en termes agricoles. Mais en termes économiques,
il faut en développer une filière, et là il faut investir, et c'est pas les agriculteurs qui doivent le faire. Cet après-midi, on en donne plein. On va pas les spoiler tous, il en a déjà spoilé. Et on est là toute la journée, donc si vous avez encore des questions pour les plus timides, n'hésitez pas. Merci. Merci.